L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture relatif aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénatrices, sénateurs, je me retrouve effectivement devant vous au bout de quelques jours, puisqu'il y a un peu moins de 2 semaines que nous avons débattu ensemble ici du projet de loi relatif aux attributions du garde des Sceaux et des attributions des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d'action publique. Ce texte vous a été présenté il y a quelques jours concomitamment à un autre texte, un projet de loi constitutionnelle réformant le Conseil supérieur de la magistrature dans sa composition, les modalités de nomination, dans son fonctionnement. Il y avait une cohérence, bien entendu, à présenter ces 2 textes ensemble. Ils ont d'ailleurs été discutés devant votre commission des lois ensemble, parce que tous les 2 concourent à assurer l'indépendance de la justice, à garantir les conditions d'impartialité dans l'exercice de juger, mais pour le ministère public de requérir, et visent surtout à assurer la neutralité dans cette mission, dans la mesure où, dans ce projet de loi, la disposition essentielle consiste à prohiber les instructions individuelles. Aujourd'hui, ce texte de loi vous revient après une 2e lecture à l'Assemblée nationale, une 2e lecture qui a introduit quelques modifications, et notamment certaines que vous aviez, vous, adoptées ici au Sénat par amendement, puisque, lors de la première lecture, le Sénat a choisi de rétablir les instructions individuelles. Je rappelle simplement que les instructions individuelles sont actuellement inscrites à l'article 30 du Code de procédure pénale, que cet article 30 a été modifié par la loi du 9 mars 2004, et que dans cet article 30 modifié par la loi du 9 mars 2004, et qui consacre en fait les attributions du garde des Sceaux, alors que depuis 1958, il n'y avait pas de chapitre particulier consacré aux attributions du garde des Sceaux. Donc, dans l'écriture actuelle de cet article 30, le garde des Sceaux s'attribue la conduite de l'action publique et a laissé une disposition qui existe depuis 1958, qui a été précisée par 2 lois en 1993, et ces 2 lois de 1993, de janvier et d'août, précisent que ces instructions individuelles doivent être écrites et versées au dossier. Pour rappeler de quoi il s'agit pour ces instructions individuelles, il s'agit bien entendu de donner instruction d'ouvrir, de diligenter une enquête préliminaire ou d'ouvrir une information judiciaire ou de poursuivre. Et en général, ceux qui sont favorables à ces instructions individuelles s'arrêtent là, sauf que l'article 30 du Code de procédure pénale ne s'interrompt pas là. Il poursuit que lorsqu'une juridiction est saisie, ces instructions individuelles peuvent être adressées à la juridiction saisie. Ce qui veut dire que autant il est exact qu'avant saisine d'une juridiction, les instructions individuelles sont des instructions de poursuivre et non pas de ne pas poursuivre. Ce sont des instructions positives, c'est-à-dire que le garde des Sceaux peut donner instruction de diligenter cette enquête, d'ouvrir une information ou de poursuivre. Mais à partir du moment où il peut aussi donner des instructions individuelles une fois que la juridiction est saisie, cela veut dire qu'il peut donner des instructions de requérir un non-lieu, de requérir une relaxe, de faire appel ou de ne pas faire appel. Il intervient donc, et autant il ne peut pas donner instruction de ne pas poursuivre, il peut quand même donner instruction de ne pas condamner.
Par ailleurs, du fait de ces possibilités, nous avons vu à quel point la confiance que nos concitoyens investissent dans nos institutions, et en particulier dans l'institution judiciaire, cette confiance s'est quelque peu effritée et il devient urgent et nécessaire d'y répondre en assurant qu'il n'y aura plus d'immixtion de la part de l'exécutif dans les dossiers individuels. Ce projet de loi vise donc, en prohibant ces instructions individuelles, à créer, je l'ai dit, les conditions d'impartialité, mais surtout de neutralité, c'est-à-dire que lorsque le ministère public intervient dans les dossiers individuels, il ne peut recevoir d'instructions de la part de l'exécutif. Par contre, dans l'écriture de cet article 30 du Code de procédure pénale, nous précisons très clairement que le garde des Sceaux est responsable de la politique pénale, de la conduite de cette politique pénale, de son exécution et de son application sur l'ensemble du territoire. Parce que c'est bien à l'exécutif qu'il revient, au titre de l'article 20 de la Constitution, de définir les politiques publiques et singulièrement donc les politiques judiciaires, dont la politique pénale générale et éventuellement des politiques pénales thématiques, sectorielles ou territoriales. C'est bien à l'exécutif qu'il revient d'assumer cette responsabilité et de veiller que sur la totalité du territoire, les citoyens sont en face d'une institution judiciaire dont l'accès est le même pour tous, dont le traitement est le même pour tous et dont l'application des lois qui sont adoptées par le Parlement, dont l'application est la même partout. C'est donc avec une réorganisation des attributions du garde des Sceaux qui assume clairement sa responsabilité en matière de politique pénale et qui ne peut prétendre, comme dans l'écriture actuelle du Code de procédure pénale de l'article 30, comme pour l'écriture dans l'écriture actuelle, à la conduite de l'action publique. Parce que seul le procureur peut exercer l'action publique, seul le procureur peut déclencher l'action publique. Lui, directement exerce cette action publique et il revient au procureur général de veiller sur l'ensemble de son ressort à la bonne mise en œuvre de l'action publique et donc d'animer et de coordonner l'action de tous les parquets de son ressort. Mais seul le procureur peut engager l'action publique. Par conséquent, l'écriture actuelle de cet article 30 du Code de procédure pénale contient une espèce de mystère parce que il nous est difficile d'imaginer sous quelle forme le garde des Sceaux pouvait exercer cette action publique. En tout état de cause, nous veillons à clarifier cela, donc à attribuer au garde des Sceaux la conduite de la politique pénale et au ministère public, donc au niveau du parquet, son exercice, sa mise en œuvre, et au niveau du parquet général, l'animation et la coordination. Alors, nous avons entendu, bien entendu, tous les arguments qui militent en faveur du maintien de ces instructions individuelles. Vous avez vu à quel point j'ai veillé à ce que dans l'étude d'impact vous soient présentées les instructions individuelles qui ont été données sur ces 10 dernières années avec la nature de l'infraction concernée et donc le contentieux et le type de procédure conseillée. Les arguments qui plaident pour le maintien de ces instructions individuelles consistent à dire que s'il y a une situation extrêmement grave, comment l'État pourra procéder s'il ne peut pas donner des instructions individuelles, si par exemple un procureur décide de ne pas mettre en mouvement l'action publique alors que le pays est en émoi, qu'il y a une infraction grave, et lorsqu'on parle d'infraction grave dans ces cas-là, évidemment, on imagine le terrorisme, on imagine la mise en cause, en péril des intérêts fondamentaux de la nation, et on estime évidemment, en tout cas les arguments en faveur de ces instructions plaident pour que le garde des Sceaux soit en capacité de donner des instructions. Alors, il y a deux situations possibles. D'abord, évidemment, on peut retenir la question du terrorisme ou des intérêts fondamentaux de la nation. Vous aurez observé, à partir du récapitulatif exhaustif que j'ai mis à votre disposition dans l'étude d'impact, vous aurez observé qu'aucune instruction individuelle n'a concerné ce type de contentieux. Aucune. Pour une raison assez simple, c'est que la section antiterroriste de Paris fonctionne bien, que nous avons renforcé les textes, d'ailleurs, une actualisation des textes de 2006 notamment a été faite ici en octobre, puis avec une adoption définitive en décembre, parce que la section antiterroriste de Paris, qui a une compétence concurrente sur ces contentieux-là,
en réalité, traite pratiquement exclusivement tous ces contentieux parce que les autres parquets se dessaisissent sans difficulté dès que des éléments permettent de penser qu'on est face à une affaire terroriste. Il n'y a donc pas de rivalité, il n'y en a eu aucune toutes ces dernières années, et au contraire, la section antiterroriste de Paris a encore mieux élaboré ses procédures, les méthodes de direction de la police judiciaire qui conduit les enquêtes. Donc voilà, on n'a pas, non seulement aucune instruction individuelle n'a concerné le contentieux de terrorisme, mais en plus, on n'a pas de difficulté dans le fonctionnement, puisque les procédures sont orientées sans délai vers la section antiterroriste de Paris. Sur les intérêts fondamentaux de la nation, c'est la même chose. Aucune instruction individuelle de ces dernières années n'a concerné une infraction relative aux intérêts fondamentaux de la nation. Autrement dit, si on se base sur les instructions individuelles qui ont été données ces dernières années, aucun garde des Sceaux ne s'est trouvé confronté à la nécessité de contraindre, en tout cas d'appeler un procureur à enclencher l'action publique sur un contentieux relatif au terrorisme ou à la défense des intérêts fondamentaux de la nation. L'autre argument qui est présenté pour plaider en faveur du maintien de ces instructions individuelles consiste à dire qu'il peut y avoir un autre contentieux, un sujet, une infraction qui provoque un émoi important dans le pays, que tout le monde en parle, et que le procureur décide de ne pas bouger. Imaginons, même si l'hypothèse me paraît assez peu probable, mais nous devons prévoir toutes les circonstances, y compris les plus inimaginables, et envisager les solutions qui peuvent leur être opposées. Imaginons qu'un procureur donc soit absolument sourd à l'émoi général dans la société et décide de ne pas déclencher l'action publique alors qu'il y a une incrimination, soit grave, soit inquiétante par la qualité des personnes qui sont mises en cause, par la qualité des victimes éventuellement, par les lieux où survient cette incrimination, par toute une série de raisons qui pourraient justifier qu'il enclenche l'action publique. Parmi les exemples qui ont été présentés, pas ici au Sénat, mais à l'Assemblée nationale, parmi les exemples qui ont été présentés, il n'y en a pas un seul qui ne pouvait pas faire l'objet d'une circulaire générale. Circulaire thématique, une circulaire sectorielle, mais il n'y a pas un seul exemple qui a été présenté et qui ne pouvait pas faire l'objet d'une circulaire. Parce que le garde des Sceaux n'est pas désarmé. Il n'est pas désarmé dans la mesure où, justement, il est précisé dans la nouvelle rédaction de l'article 30 du Code de procédure pénale que le garde des Sceaux peut donner des consignes par voie de circulaire générale et impersonnelle. Donc la prohibition concerne les instructions dans des affaires pénales individuelles, mais au contraire, le garde des Sceaux, assumant la politique pénale sur l'ensemble du territoire, il dispose d'un instrument qui est bien clairement inscrit dans la loi, ce sont les circulaires générales et impersonnelles. Par conséquent, sur une nécessité quelconque, le garde des Sceaux peut diffuser une circulaire. Par ailleurs, nous ne touchons pas à l'ordonnance de 1958 et notamment son article 5 qui définit l'architecture des relations entre le garde des Sceaux, le parquet général et le parquet, et qui indique bien que les magistrats du ministère public sont sous la direction et du contrôle hiérarchique donc du supérieur, le procureur général pour les procureurs, et sous l'autorité du garde des Sceaux. Donc, cette disposition n'est pas modifiée. Autrement dit, nous conservons bien le rapport hiérarchique qui existe entre le ministère public et la chancellerie. Dans le cas de ce procureur qui déciderait de ne pas déclencher la question publique, le procureur général peut lui donner, en vertu de l'article 36 du Code de procédure pénale, peut lui donner des instructions qui sont écrites et versées au dossier. Imaginons donc un procureur de la République qui reste sourd à l'émoi de la société, qui n'exécute pas cette instruction écrite donnée par le procureur général
et qui n'obtempère pas à une circulaire générale qui existe déjà, qui préexiste donc à son comportement, ou qui est diffusée à l'occasion de ce contentieux sur lequel il faut l'appeler. Alors, selon la nature du contentieux, on peut imaginer, parce que vous n'oubliez pas que le garde des Sceaux n'est pas exclu des corps constitués qui peuvent déclencher l'article 40, et donc, sur la base de l'article 40, saisir le procureur de la République. Mais on peut imaginer aussi que même dans ce cas-là, il n'obtempère pas. Un procureur de la République qui agit ainsi tombe sous le coup du régime disciplinaire. Et la réponse donc à cette situation extrêmement improbable, sur laquelle personne n'est en mesure de trouver un exemple ni dans le passé récent ni dans le passé lointain, la réponse à cette hypothèse fort improbable, c'est le régime disciplinaire. Il n'y a donc pas, de mon point de vue, d'argument lourd qui puisse plaider pour le maintien de ces instructions individuelles. Par contre, il y a incontestablement une conséquence, un effet pervers, une conséquence préjudiciable de façon générale au maintien de ces instructions individuelles, parce que même si elles sont énoncées comme étant écrites et versées au dossier, comme c'est le cas depuis les 2 lois de 1993, elles constituent néanmoins l'antichambre au moins supposée d'instructions orales, donc qui seraient données sans laisser de traces, et continuent à alimenter la défiance des citoyens vis-à-vis de l'institution judiciaire. Nous estimons donc que ces instructions individuelles, pour ce à quoi elles ont, pour les contentieux auxquels elles ont servi et qui peuvent être traités par voie de circulaire générale, pour les effets pervers qu'elles ont, il n'est pas souhaitable de les conserver dans notre code de procédure pénale. Je répète, je ne vais pas réexpliquer, puisque je l'avais fait en première lecture, la différence entre la conception conventionnelle et la conception constitutionnelle du parquet, donc du ministère public français, mais il est certain que le ministère public français appartient bien à l'autorité judiciaire, nous y tenons et nous n'y touchons pas. Le ministère public français n'est pas une autorité de jugement. Le ministère public français est une partie au procès, mais c'est une partie au procès qui a en charge l'intérêt général, la défense de la société, et il est donc à ce titre important que le gouvernement, par l'intermédiaire du garde des Sceaux, réponde sur l'ensemble du territoire d'une prise en compte correcte de ces intérêts de la société et donc d'une politique qui soit coordonnée sur l'ensemble du territoire. Je rappelle enfin que pendant un quinquennat entier, c'était sous la législature 97-2002, avec Élisabeth Guigou et Marie-Lise Lebranchu, garde des Sceaux, sous l'autorité de Lionel Jospin, Premier ministre, il n'y eut pas d'instruction individuelle. Et nous savons bien qu'il n'y eut aucun problème, ni sur les questions de terrorisme, ni sur les affaires liées aux intérêts fondamentaux de la nation, et qu'il n'y a pas eu de situation particulière où le gouvernement ou la société aurait été confronté à une attitude totalement irresponsable, rétive et crispée d'un procureur de la République. Il n'y a donc pas d'argument qui me semble plaider pour le maintien de ces instructions individuelles. Par contre, cette réorganisation a sa cohérence, elle est claire et elle permet de faire relever du gouvernement la responsabilité de la politique pénale sur l'ensemble du territoire et dégager le ministère public de l'ensemble des suspicions qui pèsent actuellement sur lui. Je crois que là, il n'y a pas nécessité d'argumenter pour plaider, puisque sur le projet de réforme du Conseil supérieur de la magistrature, cette disposition qui consistait à garantir au ministère public une réelle neutralité et des conditions d'impartialité, cette disposition avait fait l'unanimité, puisque votre Assemblée s'était prononcée pour le respect de l'avis conforme et l'alignement du régime disciplinaire. Voilà donc l'essentiel des dispositions de ce projet de loi qui vous est soumis. Votre commission des lois l'a adopté, en a débattu et l'a adopté. J'espère que l'Assemblée confortera ce choix. Je pense qu'il est urgent et indispensable pour le bien des magistrats du ministère public qu'ils échappent à toute suspicion, mais surtout pour le bien-être des citoyens de ce pays, que l'institution judiciaire apparaisse bien neutre, impartiale et à la portée de tous. Merci. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Michel, rapporteur de la Commission des lois.